Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Merci de votre fidélité. Le journal de 8h vous est présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, spectacle de désolation et paysages lunaires en Californie. Le gigantesque incendie qui ravage l'État américain a provoqué la fuite des habitants et laisse derrière lui des villes fantômes. Notre envoyé spécial sur place dès le début de ce journal. Et puis ne manquez pas à 8h15 le témoignage exceptionnel de Jérôme Laval, un des seuls pilotes français de bombardier d'eau en Californie. Les autres titres, Sophie. Lorsque vous vous absentez, les forces de l'ordre peuvent veiller sur votre domicile. L'opération Tranquillité Vacances vous permet de partir sereinement. Donnez votre sang, c'est le message. Cet été, les réserves diminuent et le niveau des stocks devient critique. Une spectaculaire évasion hier du tribunal de Sarreguemines en Moselle. Un homme a sauté par la fenêtre du 5e étage. Et puis notre rendez-vous football à la veille de la reprise de la Ligue 1. Aujourd'hui, gros plan sur Strasbourg. C'est une lutte acharnée que mènent les pompiers en Californie pour contenir l'incendie le plus important de l'histoire de cet État de l'Ouest américain. Près de 122 000 hectares de terrain ont été dévastés et les flammes progressent toujours. 10 000 bâtiments sont menacés. Quelques habitants ont eu l'autorisation de rester chez eux. Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1, s'est rendu dans l'un de ces hameaux désertés. La fumée qui baigne les villages en lisière du feu leur donne des allures de ville fantôme. Volets fermés, rideaux tirés, même le local du shérif reste porte close. Malgré cela, Roberta s'accroche à son mobil-home. C'est effrayant. C'est même la chose la plus effrayante que j'ai vécue dans ma vie. Cet endroit, c'est comme une allumette qui peut s'enflammer à n'importe quel moment. Il y a beaucoup d'herbes sèches autour de nous. Alors, on se tient prêt à partir. Vêtements, nourriture, on partira si ça doit nous arriver. Les collines alentours sont maculées de produits retardants, mais les largages ont cessé sur ce secteur, ce qui a convaincu Harris de revenir chez lui jusqu'à ce qu'il lève les yeux au ciel. La menace est encore là. Je ne pensais pas avoir à me préparer à partir, à nouveau, jusqu'à ce que je voie cet hélicoptère. Il nous rappelle qu'il va sûrement falloir évacuer. J'ai envie de rester, mais face à ce feu, disons, j'ai envie d'être chez moi, mais pas chez moi en danger. Devant sa maison, les feuilles d'un arbre se mettent à bouger, le vent se lève à nouveau et ajoute encore un peu de tension chez des habitants déjà à cran. Nice en Californie, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Le Portugal également est la proie des flammes. Cela fait 6 jours que la région touristique de l'Argave, dans le sud du pays, est ravagée par le feu. La terre a de nouveau tremblé ce matin en Indonésie. Un séisme de magnitude de 5,9 à Lombok. Lombok qui a déjà été durement touché en fin de semaine dernière. Un dernier bilan fait état de 164 morts. 8h03 sur Europe 1. Durant les vacances, l'une des préoccupations quand on quitte son domicile reste les cambriolages. Même s'ils sont en baisse de 6% en juillet par rapport à l'année dernière, les propriétaires veulent s'assurer de partir en toute sérénité. Pour cela, il y a l'opération Tranquillité Vacances, un dispositif qui existe depuis 44 ans. Durant les congés d'été, des policiers ou des gendarmes surveillent les maisons inoccupées. Jean-Jacques Herry a embarqué avec une patrouille à Brie-contre-Aubert et Cervon en Seine-et-Marne. Ce matin, 7 maisons figurent sur la liste du capitaine Thomas Houlez. Lorsqu'il descend du véhicule, devant chaque pavillon au volet fermé, la même procédure. On regarde déjà s'il n'y a pas d'effraction au niveau du portail, il est fermé. On va regarder le portillon. Il est fermé également. Les cambrioleurs généralement ne prennent pas trop de précautions, donc lorsqu'ils partent d'une maison, ils laissent la porte ouverte. Donc là on voit que les portes et les volets sont fermés. Ensuite, lui et ses collègues escaladent les barrières de la propriété. Sportif, mais indispensable pour détecter un éventuel cambriolage. Les cambrioleurs vont rarement passer par l'issue principale pour des raisons de discrétion. Ils vont faire le tour de la maison, ils vont utiliser les accès secondaires, ils vont passer au niveau des portes-fenêtres, à l'arrière. Donc pour être efficace, on doit quand même vérifier tous ces accès. Un manège qui attire toujours les voisins. Gardien particulier, c'est rien passé. Ouais, non, rien du tout. Non, mais je regarde tous les jours. N'hésitez pas à appeler s'il y avait quelque chose. Oui, d'accord. Personne pas de problème. Des véhicules qui traînent, des gens suspects, etc. Ouais. C'est sécurisant pour tout le monde. Moi, j'ai été cambriolé 2 fois quand même. Donc, c'est bien, très très bien. Les policiers laissent ensuite une sorte d'avis de passage dans la boîte aux lettres. Signe de l'efficacité de l'opération dans la zone, un seul cambriolage depuis janvier dernier chez ceux qui se sont inscrits. C'était le reportage de Jean-Jacques Herry en Seine-et-Marne. 8h passées de 5 minutes sur Europe 1, on en vient à cette spectaculaire évasion hier au tribunal de Sarreguemines en Moselle. Un homme de 21 ans s'est fait la belle d'une façon assez inhabituelle lors de l'énoncé de sa condamnation. Le récit de Guillaume Biet.
C'est un habitué des tribunaux, déjà condamné 4 fois. Hier matin, c'est pour une tentative de vol de voiture avec violence que ce jeune homme de 21 ans comparaît dans une salle correctionnelle dépourvue de box. L'audience se passe calmement, le prévenu répond poliment au tribunal, mais quand sa condamnation à 3 ans ferme est prononcée, il laisse tout le monde stupéfait. En un éclair, il court vers l'estrade du président, passe à côté de la greffière et saute par une fenêtre ouverte à cause de la chaleur. Les 3 agents pénitentiaires qui l'escortaient n'ont pas le temps de réagir. Tout le monde pense alors qu'il s'est suicidé. En réalité, le fugitif est descendu 5 mètres plus bas, en s'appuyant comme dans une crevasse, le dos contre un mur, les pieds contre une énorme colonne de pierre du colossal palais de justice. Évasion aussi audacieuse que spectaculaire pour un fuyard manifestement en très grande forme physique, contrairement à ce qu'il prétendait à l'audience. Au tribunal qui lui demandait pourquoi il ne cherchait pas du travail, il avait répondu « parce que j'ai mal au genou ». Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1 et l'homme de 21 ans n'a toujours pas été retrouvé. C'est une info Europe 1. Un homme qui a tenté de s'en prendre à des policiers se trouve actuellement entre la vie et la mort. Ça s'est passé cette nuit à Melun, en Seine-et-Marne. Une équipe de la BAC a cherché à contrôler 2 personnes vers minuit. D'après les informations d'Europe 1, l'un des 2 hommes a sorti un couteau et tenté d'asséner un coup aux policiers qui ont riposté en ouvrant le feu. L'un des hommes a été touché au thorax et aux jambes. Il se trouve toujours au bloc opératoire. Son pronostic vital est engagé. La police des polices et la PJ de Versailles ont été saisies. 8h et bientôt 7 minutes. La France fait face à une pénurie de sang. Les stocks sont critiques. L'établissement français du sang a déjà tiré la sonnette d'alarme mi-juillet. Les donneurs auraient été moins nombreux en raison de la Coupe du Monde de football et de la canicule. Toutefois, il n'est pas trop tard. Écoutez le docteur François Charpentier, directeur de la collecte et la distribution à l'établissement du sang. Quand il fait extrêmement chaud, on ne se sent pas bien. Et quand on ne se sent pas bien, on ne va pas donner son sang. C'est moins facile. On est les premiers à dire donnez votre sang si vous vous sentez bien. Hein. Et puis les donneurs sont en vacances, donc ils ne sont pas sur leur lieu de vie habituel. Et donc ils donnent moins. Même si on maintient des collectes ouvertes et on essaie de le faire, on essaie notamment d'améliorer notre offre de collecte au niveau des lieux de villégiature. Hein, elles sont moins fréquentées. Et les gens qui ne peuvent pas donner aujourd'hui, c'est pas grave. On a besoin demain, on a besoin de la semaine prochaine, on a besoin d'eux dans un mois. Donc ne culpabilisons pas, il faut juste se dire à ce moment-là, là actuellement je peux pas, par contre je me dis au mois de septembre j'irai donner. Le docteur François Charpentier au micro européen de Margot Kefelec. Ryanair confronté à un conflit social inédit. La grève prévue demain se durcit. Les pilotes allemands et néerlandais se joignent au mouvement européen. Plusieurs centaines de vols seront annulés en Allemagne, Suède, Belgique et en Irlande. 55 000 passagers devraient être impactés. Les pilotes réclament une amélioration de leur contrat et une augmentation de salaire. Le mythique fabricant de pianos américain Steinway pourrait devenir chinois. La société Polygroup envisage de le racheter. Pour cela, elle est prête à mettre près d'1 milliard de dollars sur la table. Une opération économique, mais aussi un signal culturel, comme nous l'explique François Godement, historien français spécialiste de la Chine. Ce qui est étranger a du prestige et pour les riches chinois, avoir des objets exclusifs, c'est prestigieux. Le snobisme, c'est la recherche par les riches chinois des signes ostentatoires les plus évidents et les plus exclusifs de leur richesse. Steinway, c'est parfait, c'est la marque de piano la plus connue au monde. Ça n'est pas fabriqué en Asie, très important. C'est fabriqué à Hambourg et un petit peu dans la banlieue de New York. Le nombre est réduit, donc si vous voulez, quand on a déjà une Bentley ou une Porsche, le Steinway, c'est un peu l'acquisition suivante. Et puis il y a la culture. Le goût du piano est universel en Chine. Même les dirigeants communistes, même la femme de Mao. Elle a utilisé le piano de façon bizarre dans les opéras révolutionnaires, mais elle jouait du piano. La résurgence de la culture après la fin de la révolution culturelle, ça se fait avec du piano, avec de la musique classique européenne. Et les enfants, à nouveau, on est au bord du status symbole, mais le piano et un petit peu le violon, c'est l'instrument de musique numéro 1. François Godement, historien français spécialiste de la Chine, au micro européen de Caroline Philippe. 8h09 sur Europe 1, on termine ce journal avec la reprise de la Ligue 1, plus que 24 heures avant le retour du championnat de France de football. Et oui, tous les jours cette semaine à 6h30 et 8h, Europe 1 vous fait découvrir les équipes à suivre. Aujourd'hui, on prend la direction de Strasbourg. Le club compte faire mieux que l'année dernière et pour cela, Paul Lassène, Strasbourg compte sur son 12e homme.
Et ce 12e homme, c'est l'un des publics les plus chauds de France. Aujourd'hui, alors que le club entame sa 2e saison consécutive dans l'élite, les supporters n'ont jamais été aussi nombreux à venir soutenir le Racing. Le nombre record d'abonnés a même été atteint le 19 juillet dernier, 19 000 pour un stade qui compte 26 000 places. Ce public, toujours plus nombreux, a soutenu son équipe même lors de sa descente en 5e division il y a 6 ans. Un engouement sans faille qui transcende les joueurs, explique l'entraîneur Thierry Loret. Ils nous supportent, et je dirais, quand je dis ils nous supportent, c'est pas ils sont là simplement pour brailler dans un stade, non, ils nous supportent dans le sens où ils nous apportent vraiment beaucoup de ferveur, de passion. Donc il est évident que pour nous c'est quelque chose de fantastique, en espérant qu'ils gardent toujours cette fraîcheur et cette envie d'être, je dirais même pas derrière l'équipe, je dirais d'être avec l'équipe. Avec une moyenne de 21 000 spectateurs derrière eux lors des matchs à domicile l'an dernier, les Strasbourgeois ont gagné dans leur stade plus de 2/3 des points qu'ils ont obtenus en championnat. Une ferveur sur laquelle le club compte pour faire mieux que la saison dernière. Le Racing n'avait obtenu son maintien que lors de l'avant-dernière journée. Une victoire obtenue devant son public. C'était Paul Lassène. Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie, à tout à l'heure. Europe 1.